Bonjour à tous. Bonjour à tous et à ceux qui viennent de se connecter. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire Comment définir sa stratégie commerciale, organisé donc par la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie en partenariat avec Forgacom. Alors, par contre, Monsieur Frédéric, vous pouvez juste bouger après les slides. Oui, pardon. Super. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Sonia Placalo et je suis chargée d'événements, chargée d'activités à la CCI de Savoie, commerce, événements et tourisme. Alors, avant de démarrer, je voulais simplement vous donner quelques consignes au niveau du déroulement. Vous êtes tous en mode écoute. Vous pouvez nous poser des questions pendant le webinaire, après le webinaire. Moi, je serai en back-office, donc je vous répondrai. J'interpellerai Frédéric pour nous s'il y a des questions également. La session est enregistrée, elle sera disponible en replay sur le site internet de la CCI de Savoie. Voilà. En tout cas, si vous avez des soucis techniques, vous m'entendez pas, vous voyez pas d'affichage des slides, n'hésitez pas également à nous faire part aussi dans l'onglet questions. Voilà. Alors, simplement pour introduire, avant de passer la main à Frédéric, aujourd'hui, on va démarrer une série de webinaires gratuits, un cycle de 4 webinaires au total, qui ont pour thématique le développement commercial. Aujourd'hui, on va aborder donc la stratégie commerciale. Ensuite, en octobre, on va parler de pitch de vente. En novembre, les méthodes de prospection. Et enfin, le dernier webinaire qui va parler donc de la conclusion de l'entretien de vente. Voilà, donc je vais laisser la main. Juste pour compléter, en fait, au mois d'octobre, quand on parle de pitch, c'est pas uniquement le pitch, c'est comment, en partant du pitch, on peut trouver tout un tas d'éléments pour construire son argumentation et tout un tas d'éléments pour construire également ses outils de communication avec des éléments qui soient percutants. Novembre, on parlera de prospection, de comment de comment aller chercher nos prospects, nos clients. Et au mois de décembre, quand on parle de conclusion, c'est beaucoup plus ce qui se passe en amont que la conclusion. C'est-à-dire que si un entretien a été conduit correctement dès le début, et le début commence avec le pitch, et ben, normalement, la conclusion doit couler toute seule. Les plus belles ventes sont celles qui n'ont pas lieu et où les choses se font de manière tout à fait naturelle. Merci, merci beaucoup. C'est Frédéric Dubois de Forgacom qui animera le webinaire d'aujourd'hui ainsi que les autres. Je vous laisse continuer. Merci. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Alors, de ce que j'ai pu voir avec les inscriptions, on a des… Ah là, qu'est-ce qui se passe au moment où vous avez quitté? C'est bon au niveau de l'écran, là? Très bien, on voit. Oui. Parfait. Ok. D'accord, parce que pour moi, ça avait disparu quelques instants. Donc, de ce que j'ai pu voir au niveau des inscriptions, il y a des activités vraiment très, très différentes. Et donc, la logique, c'est qu'il y a sans doute aussi des raisons diverses et variées pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui. Je me doute bien que vous ne vous êtes pas dit, tiens, on est le 12, j'ai rien à faire, je vais m'inscrire à un webinaire. Donc, la première chose, moi, qui m'intéresserait, c'est si vous pouvez utiliser le chat, pas l'onglet questions, mais le chat, pour me mettre en gros la raison qui vous a conduit à venir ici, votre attente principale, les questions que vous vous posez. Ce qui va me permettre, moi, d'être dans une présentation qui sera la plus personnalisée possible et je pourrai également en profiter pour répondre en direct aux questions. Donc, premier exercice, vous prenez le petit onglet chat et vous mettez en 2-3 mots les raisons qui vous ont conduit à venir ici pour ce webinaire sur la stratégie commerciale. Alors, je vous laisse aller.
Alors, du coup, là, c'est dans l'onglet questions. Donc, avoir des astuces, me dit Virginie. OK, je vous laisse continuer. Alors, quand vous dites des astuces, Virginie, sur quoi? Vraiment sur la stratégie, est-ce que vous pourriez être un tout petit peu plus précise? Je viens de créer le… OK. Donc, je vais avancer, puis je vais laisser… donc, je vous laisse le back-office et puis je vous laisse regarder au niveau des questions, me faire un petit résumé dans quelques minutes, le temps que tout le monde ait pu écrire. Très bien. OK, Parfait. super. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, stratégie, c'est un mot, je vais dire que c'est un mot un peu tarte à la crème. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que la stratégie et à quoi ça sert d'avoir une stratégie commerciale pour mieux vendre. Alors, je vais vous donner quelques définitions. Il y en a des milliers. Donc, forcément, c'est arbitraire. C'est un choix que j'ai fait avec des citations. Et donc, les premières citations que j'ai envie de vous proposer, avec donc ce préambule que stratégie, on entend souvent par là avoir un plan, prévoir ce qui peut se passer, etc. Dans ce qu'on va voir, non, moi je suis pas Madame Irma, et avoir une stratégie, ça n'est pas être capable de prévoir le futur. Il ne faut pas confondre ça avec l'étude de marché que vous avez fait si vous êtes en train de créer votre entreprise ou en train de la développer, etc. Donc, pour moi, la plus belle citation qui puisse exister, c'est Michael Porter, qui est un des grands gourous du management, et qui dit que c'est le choix d'accomplir ses activités d'une manière différente de ses concurrents. Et dans ce temps qu'on va passer ensemble, vous m'entendrez parler à plusieurs reprises de cultiver sa différence, parce que on va prendre un exemple tout simple, hein. Des gens qui font du coaching, des gens qui sont maçons, des gens qui sont restaurateurs, des gens qui sont dans l'aide à la personne. Il y a plein de métiers où j'en trouve à tous les coins de rue. Et donc, ce qui fait qu'on va acheter chez un tel ou un tel, là, c'est justement qu'il a su mettre en avant une différence sur la façon de réaliser son produit ou son service, ou sur la manière de le mettre en avant, sur la manière de vous toucher. Donc, cultiver votre différence, c'est vraiment indispensable et on va en reparler un petit peu après. Si c'est pour faire la même chose que tout le monde, je vais être traité comme tout le monde, je n'émergerai pas. Et dans un monde où vous connaissez peut-être le dicton. Est-ce que vous savez où est le meilleur endroit pour planquer un cadavre? Être sûr qu'on ne le trouve pas. Sur la deuxième page de Google. Voilà. Donc, typiquement, si je raisonne Internet et SEO, si je n'ai pas une différence, je vais me retrouver sur des mots-clés hyper concurrencés. Jamais je vais émerger. Donc, ça, c'était la première citation. La deuxième, c'est frapper au saut du pragmatisme. Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat, disait Churchill. Et effectivement, avoir un plan, avoir tout prévu, tout envisagé, avoir étudié la concurrence, le marché, tout ce que vous voulez, c'est très bien, mais il y a un moment où il faut arrêter de réfléchir et où il faut produire, il faut exécuter la stratégie et surtout vérifier qu'elle donne des résultats. Parce que si à un moment il n'y a pas de résultats, ça veut dire qu'il faut la changer ou qu'il y a des retouches à faire. Par définition, une stratégie, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est au contraire quelque chose qui doit être très agile. Donc, à ce stade-là, on a commencé depuis 5 minutes. Vous avez déjà deux notions essentielles à retenir qui sont cultiver la différence et avoir une culture du résultat. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. La troisième citation que je voulais vous proposer, c'est Peter Drucker, autre grand gourou du management qui a conseillé les plus grandes entreprises américaines, et qui dit chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce que quelqu'un un jour a pris une décision courageuse. Et c'est vrai que dans une entreprise, quelle que soit votre activité, de s'entêter parce qu'on a tout calculé, qu'on est sûr de son coup, avoir de la détermination, c'est bien. S'entêter, c'est une erreur qui peut coûter très très cher. Et donc effectivement, il faut des fois avoir le courage de se dire, non, je me suis planté. Il faut que je pivote, il faut que je fasse autre chose, il faut que je revoie mes fondamentaux, il faut que je revoie mon offre, etc. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, la dernière, que j'aime beaucoup, c'est normal, c'est moi. Un bon plan, c'est bien. Le plus dur, c'est de le mettre en œuvre. Voilà. Donc, derrière,
ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que dans la stratégie, le plus difficile, c'est l'exécution, c'est de mettre en œuvre. Voilà. Alors par contre, moi comme je fais défiler, je vois pas forcément les questions qui sont posées. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé pour que Alors, oui, oui. Alors, donc, on a 2 personnes qui viennent de créer leur entreprise, une micro-entreprise et une autre, une société. Donc, une personne qui dit qu'il y a tout à faire. Une personne qui souhaite savoir comment mieux vendre son offre. Connaître les éléments pour la stratégie pour éviter des erreurs. Ok. Et enfin, une personne qui est en événementiel, elle a besoin de reprendre un peu les bases pour construire la stratégie, avoir un fil conducteur pour ne pas s'éparpiller. Ok, bon, et ben typiquement, si je prends le cas de l'événementiel, c'est une activité qui a été très très fortement perturbée pendant la période Covid, qui repart plein boom en ce moment. Sauf que si je suis une entreprise et que je veux faire un événement pour mes clients ou pour mes équipes, ben, j'ai que l'embarras du choix parce qu'il y a quand même il y a quand même pas mal d'agences. Donc, qu'est-ce qui fait que dans votre offre, il y a quelque chose qui va attirer mon attention. Donc, il y a tout le volet offre. Ça, c'est une chose. Là, moi, je vais plus m'axer parce que la notion d'offre, normalement, vous avez dû le travailler avec, pour ceux qui viennent de créer, vous avez dû le travailler avec votre étude de marché, etc. Quand on rentre dans le vif du sujet, là, voilà. On va rentrer dans le vif du programme parce que la stratégie, c'est tellement large que on pourrait faire 4 webinaires rien que sur ce sujet-là. Donc, il y a bien un moment où je suis obligé de faire des choix et je vais donc partir du principe, même si on pourra en parler après, parce qu'on gardera un temps à la fin pour des questions-réponses, je pars du principe que vous êtes raccord avec votre offre, même si on va en parler. Hein. Donc, le programme, on va parler du ciblage, on va parler de la segmentation, de la façon dont il faut faire évoluer son offre, et puis de l'agilité pour pouvoir exécuter sa stratégie, y compris avec des choses qui changent. Donc, la première des choses, c'est le ciblage. Le constat qu'on fait, c'est que les gens qui démarrent leur activité ou qui sont déjà installés dans leur activité, moi, tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés sur la fin de cet été ou même avant l'été, globalement, c'est bon, on a du business, il y a du boulot, par contre, on a du mal à trouver du monde pour arriver à faire le boulot. Aujourd'hui, j'ai 2, 3 postes ouverts, on a du boulot. Donc, du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que de l'autre côté, côté client, il y a une notion de perte d'attention. Je suis noyé. Il suffit de voir à titre personnel, vous comme moi, on est assailli de publicités dans nos boîtes mail, on est exposé en permanence sur nos téléphones. Donc, on va revenir sur cette notion de différence. Donc, typiquement, pour illustrer ça, je vais prendre l'email. L'email, c'est quelque chose qui progressivement a remplacé la façon de contacter des clients par rapport au téléphone. Même s'il y a encore aujourd'hui beaucoup de prospection qui se fait par téléphone et malheureusement beaucoup de prospection par téléphone qui est très mal faite, mal ciblée. Là aussi, je ne vous apprends rien, vous en recevez tous matin, midi et soir. Le taux de réponse est en baisse d'année après année. Et donc, du coup, pour sortir du lot, ben, il n'y a pas de mystère. On va retrouver les points clés d'une bonne stratégie. Critère numéro 1, l'expéditeur est connu. J'ouvre généralement un email avec des gens que je connais. Donc, la contrepartie, c'est comment est-ce que je vais faire pour être connu de mes clients ou de mes prospects, comment est-ce que je vais faire pour que je sois identifié comme spécialiste de la problématique que vous traitez. Et donc là, vous avez des éléments qu'on abordera lors du deuxième webinaire consacré plus spécifiquement au pitch. La vraie question, ça va être comment est-ce que je fais pour comprendre que vous êtes un spécialiste de votre activité. Typiquement, si je suis diététicien, des diététiciens, j'en trouve à tous les coins de rue. Donc, il va falloir à un moment que je cultive une différence. Typiquement, je peux dire, ben, moi, je suis diététicien spécialisé sur les sportifs, ou je suis diététicien spécialisé sur les jeunes mamans. Et donc, du coup, ben, ça n'a absolument rien à voir. D'accord?
pour mieux percevoir ça, je vous invite à faire la différence entre la visite chez un médecin généraliste, 25 €, et la visite chez un spécialiste, 100 balles, 4 fois plus. Donc, dans ma stratégie, la première question à me poser, c'est comment est-ce que je fais pour être en contact avec un prospect et pour être identifié comme le spécialiste d'eux. Le critère numéro 2, dans un email, c'est l'objet. Donc, là aussi, on va retrouver une réflexion qui est, dans ma stratégie, je dois partir du principe que le client ne me connaît pas. Quand je dis le client, c'est le client ou le prospect, hein. Quand bien même c'est un client qui me connaît déjà, aujourd'hui, on est assailli d'informations et la fenêtre de tir d'espace de cerveau que je suis prêt à vous consacrer, elle est extrêmement limitée. Moi, je vous invite juste à avoir une toute petite réflexion. Quand vous ouvrez votre boîte mail, combien de temps est-ce que vous passez pour savoir si vous allez scratcher le mail ou si vous allez le lire? Il suffit de voir également sur les réseaux sociaux, quand vous faites défiler votre fil, que vous soyez sur Insta, LinkedIn, Facebook, peu importe, regardez le geste qu'on fait tous. Il se passe quelques dixièmes de seconde avant que on se dise ah ok. Qu'est-ce qui fait que on a ce OK? C'est que soit il y a une image, donc là ça va renvoyer à la communication, soit il y a un texte. Et à partir du moment où il y a du texte, ça va se jouer en quelques mots. Typiquement, l'objet d'un email, ça tient en quelques mots, et ces quelques mots doivent attirer votre attention, vous choquer, piquer votre curiosité, vous donner la trouille de passer à côté de quelque chose. Bref, je dois faire éruption et je dois capter votre attention. Si je garde cet exemple de l'email, quand on regarde les études statistiques sur un email, ce qui fait qu'un email est ouvert, c'est OK, l'expéditeur, je le connais. Oui, ça, c'est pas parce que je connais telle ou telle personne que je veux obligatoirement lui consacrer du temps. L'objet, oui, OK, ça me concerne et ça concerne une de mes préoccupations du moment. Moi, si vous m'envoyez aujourd'hui, si je vous envoie quelque chose qui concerne la préparation de vos vacances, il est peu probable que vous ayez un degré d'anticipation tel que vous vous préoccupiez maintenant de vos vacances de Noël. Ça peut, mais il y a peu de chance. Donc l'objet, il est déterminant, le bon moment, il est déterminant, et ensuite on sait que l'élément clé, ça va être les tout premiers mots qu'on va lire dans l'email. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que vous n'avez vraiment que quelques secondes pour qu'un client ou un prospect vous donne son attention. Donc, quand on a dit ça, si au passage il y a des questions, vous n'hésitez pas. Pour ajuster votre cible, soit vous êtes en train de travailler sur votre proposition de valeur pour ceux qui sont en création. À ce moment-là, les questions à vous poser, c'est quoi ma différence? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Comment est-ce que je dis ça en quelques mots? Et comment est-ce que je fais pour que ces quelques mots accrochent l'œil de quelqu'un qui n'a pas le temps, qui a priori vous connaît pas et qui, je reprends l'exemple du diététicien, vous êtes diététicien mais il y en a 20, vous êtes diététicien mais j'ai pas forcément envie de faire le régime et d'être sous contrainte. Et donc ça, c'est des éléments qu'on travaillera plus spécifiquement dans le pitch. Une bonne proposition de valeur, elle s'articule autour du fait que je dois en un clin d'œil percevoir qu'est-ce que vous m'apportez, autrement dit, quel est le problème que vous résolvez et quelle est la douleur que vous m'enlevez. D'accord? Moi, je vois des fois alors, plus particulièrement dans le monde des startups, des porteurs de projets qui viennent pitcher devant des investisseurs. Pendant 10 minutes, ils expliquent qu'on a un algorithme qui, machin, gna gna, ils parlent de leur technologie, puis on n'a toujours pas compris à quoi ils servent. D'accord? Donc, votre proposition de valeur, un enfant de 10 ans doit pouvoir la comprendre. Si c'est pas simple, c'est que vous devez recommencer. Voilà. Je continue, donc voilà, je vous donne une structure, je permets quel avantage, j'évite quel point de douleur et quelle est ma différence. Voilà. Donc le médecin, le coût de la visite chez le généraliste et chez le spécialiste, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. L'exemple, donc, je cible les industriels, c'est OK, c'est une chose, mais les industriels, il y en a plein. Je suis dans l'industrie nucléaire ou je suis dans l'industrie pharmaceutique ou je suis dans l'industrie de l'armement. C'est pas les mêmes contraintes, c'est pas le même métier.
Donc, dans la façon de cibler votre clientèle, c'est indispensable d'aller plus loin. Alors, pourquoi je vous parle de ciblage? Tout simplement parce que, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez en mode solo ou vous ayez une équipe de 10 commerciaux, la dimension de votre équipe commerciale est dimensionnée par rapport à un potentiel de marché. Et la bande passante que vous avez, elle n'est pas illimitée. Donc, a fortiori, si vous êtes en solo, pendant que vous produisez, vous prospectez pas. Pendant que vous prospectez, vous produisez pas. Et c'est pareil si je suis sur une toute petite structure. Donc, je dois vraiment cibler le client avec qui j'ai le maximum de chances de faire strike dès le départ. Donc, étape 1, on en a parlé. Étape 2, je dois cibler plus précis. J'entends souvent des gens qui me disent « Ah, mais moi, mon service, tout le monde peut en avoir besoin, c'est pour ça que c'est génial. » Oui, mais tout le monde, c'est personne. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes obligé de cibler. Donc, exemple numéro 1, je cible les industriels. Je cible les industriels du marché médical. Là, déjà, c'est plus précis. Et moi, en tant que client, si je suis dans le marché médical, si vous me dites bah, « Je cible les industriels », ouais, t'es gentil, mais est-ce que c'est pour moi? Je cible les industriels du marché médical. Ah bah ça, c'est moi. Donc, je prête l'oreille. Maintenant, les efforts commerciaux au bon endroit, on peut être encore plus précis. Donc, je vous ai remis une petite citation, vous aurez compris que j'aimais ça. Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et n'importe qui, c'est pas forcément votre client. Donc, une fois que j'ai trouvé ma cible, je cible les industriels du milieu médical de la région Rhône-Alpes. Là, je vais avoir quelque chose de précis. Alors, j'insiste également sur la notion géographique parce que je vais mettre de côté les gens qui travaillent via Internet. Pour les gens qui travaillent en mode physique, on a souvent tendance à se dire, ben oui, moi, je peux raisonner France entière, etc., ou je peux raisonner Europe ou monde, etc. On peut assez facilement se disperser si on n'a pas réfléchi à sa segmentation géographique. Donc, qu'est-ce que j'appelle la segmentation? C'est de se dire qui sont les clients avec qui j'ai le plus de potentiel de business. Donc là, je vous ai mis une matrice qui est extrêmement simple et qui a donc le mérite d'être facilement mise en application. Vous avez un fichier client, du moins j'espère. Si vous n'avez pas un fichier client, va falloir le construire. Enfin, quand je dis fichier client, c'est fichier client ou prospect, d'accord? Et ça, si vous n'avez pas, je vous invite à vous inscrire d'ores et déjà aux méthodes de prospection où on parlera justement de la façon dont on peut constituer un fichier, l'enrichir, le tenir à jour, les outils, etc. Mais ça, c'est un autre webinaire. Là, vous avez d'un côté le potentiel de chiffre d'affaires et puis d'un autre côté, vous avez le potentiel de réalisation. Et la pépite, bah, c'est évident que c'est le client qui a un gros potentiel et avec qui j'ai un cycle de vente qui va être relativement court, qui est, alors là, il y a deux notions. Il y a la notion de cycle de vente et la notion de bon moment. Alors, la différence entre les deux, si je cible des ETI ou des grands groupes, on sait qu'aujourd'hui, en B2B par exemple, pour ceux qui vendent du service, on a de plus en plus d'interlocuteurs dans la boucle. La moyenne maintenant, c'est monté à 5 ou 6. Et donc, effectivement, pour obtenir une décision, quand j'ai 5 ou 6 interlocuteurs, bah, c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs. Si vous voulez vendre à, je dis n'importe quoi, à Total ou à EDF, votre cycle de vente va être beaucoup plus long que si vous êtes en train de vendre à la PME de Chambéry de 40 personnes, chez qui vous pouvez rencontrer directement le patron qui a le carnet de chèques et le stylo. D'accord Ça, c'est pour la durée du cycle de vente. Après, il y a le choix du bon moment. J'ai un projet à ce moment-là ou pas. Donc, le fait de prendre à la fois votre fichier client et ou les gens que vous rencontrez, typiquement, certains d'entre vous sont peut-être à la foire exposants ou visiteurs. Je rencontre des gens. Quand je rencontre quelqu'un, je peux avoir une réflexion en le passant à cette matrice. Et si à un moment j'ai plus de devis à faire que ce que je peux réaliser, parce qu'il faut que j'aille faire des métrés ou X ou Y raison, eh ben,
le choix d'un client, je le fais pas comme ça parce qu'il est sympa ou parce que ceci. Voilà. Là, vous avez une raison rationnelle qui vous permet à la fois de semer pour le futur, parce que vous ne pourrez pas récolter ce que vous n'aurez pas semé, c'est aussi simple que ça. Et en même temps, en fonction de votre planning de charge, vous portez vos efforts plutôt sur des gens qui sont avec un projet à court terme et ou un cycle de vente court, ou si votre carnet de commandes et votre planning de charge est en bonne santé, c'est le moment où, dans votre stratégie, vous pouvez vous dire, OK, là, les mois à venir sont assurés. Je vais donc avoir une stratégie de long terme et aller cibler des clients qui ont un gros potentiel de chiffre d'affaires, mais chez qui je sais que le projet il est pour plus longtemps, je sais que le cycle de vente il est plus long. Je surveille un petit peu l'heure. Est-ce qu'on a des questions au fur et à mesure là? Alors, on n'a pas de questions. En revanche, on a des personnes qui ont complété, qui ont répondu à votre première question. Donc, j'ai une personne qui va seconder son patron en tant que commercial dans l'entreprise de prestation de services et souhaite s'informer sur les bases du commerce et prendre de bons conseils. Après, j'ai deux personnes qui créent un service supplémentaire. Donc, une nouvelle activité, je suppose. Donc, là, en l'occurrence, un espace coworking, espace de travail, salle de réunion. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, on est plus sur du descriptif des activités, mais typiquement pour la personne qui va devoir seconder son dirigeant, a priori, votre dirigeant, il doit déjà avoir une stratégie et vous allez être en charge donc, de l'exécuter. Typiquement, la matrice qu'on vient de voir là, si dans le portefeuille client dont il vous demande de vous occuper, il y en a à plus savoir que faire, ou typiquement, je vais prendre le cas un cas auquel j'étais confronté la semaine dernière, une entreprise où ils ont un gros développement, il y a eu un moment où on a un petit peu délaissé les clients, et en cette rentrée, la politique du chef d'entreprise, c'est je ne veux pas perdre le contact avec mes clients, vous concentrez vos efforts sur les clients existants. OK, quand on sort la liste des clients, les deux commerciaux ne pourront pas tout faire. Donc, il y a un moment où on fait un tri de priorité et la matrice que vous voyez là est un bon moyen de trier. La segmentation, on peut la faire d'une autre manière et je vais vous prendre un exemple dans une mission que j'avais faite chez un négociant en cercueil. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, je m'étais même amusé à tester les produits. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, mais les clients s'en viennent pas. Alors, négocier en cercueil, ça peut paraître rigolo, mais en fait, c'est un métier qui est passé d'un métier de monopole, je vends aux pompes funèbres, c'est le seul endroit où on peut trouver un cercueil, à un métier hyper concurrencé, puisque aujourd'hui, vous pouvez aller acheter de quoi faire vos obsèques, même chez Leclerc. Et donc, la problématique à laquelle on était confronté, c'est que l'entreprise fonctionnait bien, rayonnait France entière, mais difficulté, les commerciaux se dispersaient un petit peu en effort, passaient des fois du temps sur des clients à tout petit potentiel. Et donc, on a segmenté la clientèle à l'aide de la matrice que je vous ai montrée un petit peu avant. Et ça nous a permis d'obtenir un espèce de podium des priorités avec les clients qui étaient en priorité 1. Et donc, on a déterminé qu'ils devaient être vus au minimum une fois par trimestre. Les clients de priorité 2, au moins une fois par semestre. Et les priorités 3, au moins une fois par an. Et il se trouve qu'on a également adapté le mode de commissionnement des commerciaux pour qu'on soit vraiment dans une logique win-win. Tu vas devoir ça va être plus difficile d'aller voir les gros clients parce qu'ils sont plus démarchés, parce qu'ils sont plus exigeants, parce qu'ils négocient plus durement. Donc, ça sera plus dur pour toi. Mais les commissions seront plus intéressantes. Voilà. Priorité 2, ben oui, OK, les commissions sont intéressantes, mais un peu moins. Et puis, les priorités 3, qui étaient les clients qu'il faut visiter parce que quand on les a tous additionnés, ça finit par faire du bruit. Mais le niveau de commissionnement était un petit peu plus faible. Donc là, on a un alignement parfait entre les intérêts de l'entreprise et les intérêts du commercial. Donc ça, même si, de ce que je comprends, on a beaucoup de gens qui sont dans des petites structures, même si vous êtes en mode solo et en démarrage, si vous avez bien fait votre travail en amont et que votre démarrage se fait rapidement, vous pouvez aussi vous retrouver assez rapidement
à avoir quelqu'un qui vient vous donner un coup de main sur le côté commercial ou sur de la prise de rendez-vous, parce que ce genre de choses peut également se faire sur de la prise de rendez-vous. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'est la segmentation qui vient donc juste après le ciblage. Hein, la première chose, c'est ciblage et ensuite, je passe une deuxième couche avec la segmentation. Une fois que j'ai ça, j'ai mon plan d'action qui est clair et donc j'ai une stratégie où j'ai mes priorités d'action. Maintenant, pour peaufiner, je vais pouvoir également réagir par la taille de l'entreprise. Donc, je vais reprendre un exemple. Si vous vous adressez à des entreprises, là c'est valable uniquement pour ceux qui font du B2B, encore que ça pourrait être la même chose dans certaines activités où je m'adresse à des particuliers. Je pense par exemple à des gens qui font la gestion de patrimoine. Je ne vais pas avoir le même potentiel si je cible un chirurgien ou un patron de très très grosse entreprise et puis le cadre d'une PME. Donc là, ce qu'on voit sur la flèche, la taille de l'entreprise, et en gros, plus l'entreprise est importante, plus elle a une capacité à financer des projets importants ou à faire appel à un prestataire, quel qu'il soit. Je veux dire, typiquement, vous proposez des massages des massages assis en entreprise, c'est quand même, je peux très bien vendre ça à une TPE, tout comme je peux vendre ça à une grosse entreprise. Sauf que sur la capacité à financer, et puis si, alors je vais dire n'importe quoi, votre prestation, ça vaut 100 € le X minutes, 100 € pour une grosse entreprise, c'est peanuts, pour autant que j'ai perçu l'intérêt. Là où pour une TPE, ah mince, quand même, on est 4, ça fait 400 balles si je veux pas faire de jaloux, c'est une somme. Donc il y a la notion de capacité à financer. Sauf que, au fur et à mesure que la taille de l'entreprise va augmenter, l'accessibilité aux décideurs va diminuer. Et donc, il n'y a pas de recette magique dans ce côté-là, tout dépend de votre activité, mais ça vous permet de vous dire, voilà, je dois cibler plutôt les entreprises de telle ou telle taille, voilà, ou voilà, ça va vous permettre, ce ciblage, d'adapter également les priorités dans votre fichier commercial. De la même manière, et ça on le verra lors du prochain webinaire, le cas échéant, votre argumentation, parce que votre argumentation ne sera pas la même suivant la typologie d'entreprise ou suivant la typologie de client. Voilà. Je continue avec le fait de faire évoluer son offre. Alors, inspirez-vous du fakir. Pourquoi est-ce que je vous parle du fakir? Le fakir, sa particularité, c'est que si ses pieds ne sont pas transpercés, là, sur la photo, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de coups. Bon, puis aussi qu'il est capable de tétaniser ses muscles pour qu'ils soient plus durs. Et donc, le danger, c'est de se concentrer sur un nombre de clients trop petit. Et ça, je dirais que j'enfonce une porte ouverte, je vous apprends rien sur le principe. On sait tous que c'est dangereux de travailler avec juste 3 clients qui font 70% de votre chiffre d'affaires. Sauf que le nez dans le guidon, on se retrouve souvent dans des situations où, avec quelques clients, je fais 60% du chiffre d'affaires. Et donc ça devient vite dangereux parce que si un seul de ces clients se met à aller voir ailleurs ou se met à vouloir serrer les conditions, vous n'êtes pas en condition de négocier. Donc, en gros, vous pouvez, même si vous avez bien travaillé votre étude de marché, vous avez bien ciblé, etc., il y a un moment où, pour une raison X ou Y, vous allez devoir faire évoluer votre offre en fonction d'un certain nombre de critères. Et c'est là où on va retrouver la notion de où est-ce que mon savoir-faire peut être pertinent. Avant, mon savoir-faire s'appliquait bien dans quel domaine. Et puis, on va prendre un exemple. Je vais reprendre sur l'événementiel. L'événementiel, j'étais super costaud sur les grosses entreprises. Puis en ce moment, les grosses entreprises, ils serrent les budgets parce que inflation, ceci, cela. Il va falloir que je trouve une autre cible. Donc, les questions que je dois me poser, c'est où est-ce que mon savoir-faire peut être pertinent? Ça, c'est la première strate. On va retrouver ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Comment est-ce que je me différencie?
D'accord? Et comment je me différencie? C'est relativement simple. Vous prenez une feuille avec d'un côté, vous essayez de lister vos concurrents. Voilà. Qui c'est que j'ai en face de moi? Ou qui c'est qui fait le même métier? Ou qui c'est qui ressort en même temps que moi sur Google? OK, c'est quoi leur offre? Vous mettez les mots-clés qui ressortent de leur offre. C'est quoi la mienne? Et vous voyez s'il y a une différence ou pas. S'il n'y a pas une différence, il va falloir trouver un angle d'attaque. Et ça, c'est quelque chose de très facile à faire, mais qui est trop souvent passé à la trappe. De cette différence va découler le fait que vous allez viser un océan bleu ou un océan rouge. Alors, Océan bleu, océan rouge, c'est un bouquin assez extraordinaire à lire que je vous recommande. Et pour ceux qui connaissent pas la notion, en gros, océan bleu, c'est j'ai trouvé une niche, c'est-à-dire que j'ai trouvé un endroit où il y a peut-être pas beaucoup de clients, mais les clients qui ont ce problème-là, ben, ils veulent le changer, ils veulent résoudre leur problème et ils veulent que moi. Typiquement, je sais pas moi, je suis restaurateur et je suis spécialiste en cuisine du monde et dans mon restaurant, je fais de la cuisine péruvienne, de la cuisine argentine et bolivienne. Bon, des gens qui vont être attirés par ça, il y en a peut-être moins que des gens qui sont attirés par une pizza. Mais il est clair que celui qui sera attiré par de la cuisine d'Amérique du Sud, ben, il voudra venir que chez moi et que je ne serai pas en concurrent avec le marchand de pizza. Et que du coup, sur la notion de prix, ça va pas se jouer à 2 euros près, c'est pas le sujet. Le sujet devient l'originalité. Donc là, je suis sur un océan bleu. A contrario, océan rouge, je suis dans une activité où j'en trouve à tous les coins de rue, où je n'ai pas trouvé véritablement d'éléments pour me différencier, ben, océan rouge parce que c'est bataillé. Voilà. Au moment où je dois réfléchir à comment je fais évoluer mon offre, il y a un autre critère que vous devez intégrer dans votre réflexion stratégique, c'est quelles sont les barrières à l'entrée. Autrement dit, à quel point est-ce que c'est difficile de faire le même métier que moi. Donc, typiquement, si dans votre métier, il y a des qualifications, des certifications, etc., c'est à la fois des éléments de différence et à la fois des éléments qui peuvent permettre de réduire la facilité avec laquelle un concurrent peut venir vous challenger. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille peut-être pas forcément suffisamment, d'essayer d'avoir des éléments différenciants qui correspondent à la barrière à l'entrée. C'est-à-dire, j'ai quelque chose, moi j'ai une certification que les autres n'ont pas, ou je vais sur tel marché qui nécessite d'avoir tel diplôme que peu de personnes ont ou que mes concurrents n'ont pas. Voilà. Au fur et à mesure, si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas. Oui, oui, Alors, oui, bien sûr. Pour l'instant, il y a pas. Il y a juste une personne aussi qui a complété et elle aurait aimé savoir comment se faire connaître plus en fait. Elle a commencé son activité, elle fait de la vente des box, bijoux et accessoires mère et fille. ok. Alors, comment se faire connaître plus? Euh, Ça, c'est l'objet justement du webinaire qu'on fait au mois d'octobre qui va être consacré au pitch et à la communication. Mais comment se faire connaître plus? Je fais une toute petite aparté. Les moyens de vous faire connaître plus, ça va être des moyens de communication. Donc, soit vous allez être sur de la communication directe, ça fait partie de la stratégie. Hein. J'ai une stratégie où je veux communiquer en direct et donc je fais du emailing ou je fais du porte-à-porte ou je fais du phoning ou je fais les marchés, peu importe. Mais ça, il faut qu'en amont, j'ai eu une réflexion sur qui c'est mon client idéal. Et c'est quoi ma différence? Parce que vous vendez des bijoux, ok, des bijoutiers, si je vais dans la galerie marchande de Leclerc, il y a un bijoutier et puis il y a le manège à bijoux. Quelle est la différence entre ce que vous proposez? Donc, une fois que je suis au clair là-dessus, c'est beaucoup plus facile de me dire, bah, maintenant que je sais qui est mon client idéal, la vraie question, c'est où est-ce que je vais le rencontrer? Et ensuite, c'est par quel moyen est-ce que je peux le rencontrer? Donc, est-ce que je vais utiliser Internet et je vais travailler le SEO? Est-ce que je dois travailler avec les réseaux sociaux et je vais travailler le développement de ma communauté? Est-ce que je vais utiliser le emailing? Est-ce que je vais utiliser des salons? Peu importe. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, si vous n'avez pas travaillé
qui est mon client idéal, comment est-ce que je me différencie, qu'est-ce que je lui apporte, vous allez avoir énormément de mal à avoir une communication pertinente. Mais là, par contre, comme il y a un vrai dossier et que je fais faire des exercices sur ce sujet-là dans le webinaire qu'on fait au mois d'octobre, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire là-dessus. Mais là, déjà, vous posez la question, bijoux et accessoires, on en voit plein. Qu'est-ce qui différencie votre offre des autres? Est-ce que c'est parce qu'ils sont personnalisés? Est-ce que c'est parce que ils sont faits, je dis n'importe quoi, à l'autre bout du monde, dans une notion de commerce équitable? Est-ce que c'est qu'ils sont dans un matériau très rare? Est-ce que si vous ne trouvez pas quelque chose qui différencie vos bijoux de tous les autres, ça va être extrêmement difficile d'aller à la rencontre de votre public. D'accord? Et ce que je dis là, c'est valable pour les bijoux je crois que c'est Malika qui a posé cette question, mais c'est valable pour n'importe quelle activité. Prenez un restaurateur, bien sûr, si je prends l'exemple d'un restaurateur, parce que il y a peut-être des restaurateurs dans l'assistance, mais de toute façon, tout le monde est déjà allé une fois au restaurant. Il y a d'abord les 3 règles de base, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais derrière, il y a la qualité, la qualité de ce que je mange, le rapport qualité-prix, la qualité de l'accueil. Et si vous regardez les enseignes qui marchent, ben, elles ont quelque chose qui les différencie, soit dans le décor, soit dans l'accueil. Voilà, parce que sinon, on se retrouve noyé dans la masse. D'accord? Typiquement, le Donc, premier qui me vient. Oui. elle vous remercie Malika, et elle dit ce qui différencie, c'est qu'ils sont personnalisés et elle offre aussi le concept, le moment de complicité entre une mère et sa fille. OK. Alors, ce que je trouve super, là, c'est le moment de complicité entre la mère et la fille. Parce que là, vous jouez sur une émotion. Et dans le processus de vente, on est beaucoup moins rationnel qu'on voudrait bien le croire. Même si en France, nous sommes au pays de Descartes, dans un pays d'ingénieurs et dans un pays de mathématiciens, dans la réalité, dans l'acte de vente, c'est notre cerveau primitif qui décide d'abord en quelques dixièmes de secondes et ensuite, c'est notre cerveau évolué qui va réfléchir, etc., et qui va justifier une décision qu'on a déjà prise. Et ça, c'est typiquement le mécanisme de la vente d'impulsion. Vous passez devant une chemise, une robe, un costume, ce que vous voulez, une paire de chaussures dans un magasin. Vous n'en avez pas besoin. Il y a une solde et oh, oh, puis elle est belle. Oh, et puis moins 40%. Raisonnablement, j'en ai pas besoin. J'en ai déjà comme ça dans mes placards. Mais qui sait qu'elle n'est jamais craqué sur un élément comme ça? On prenne une chaussure ou les soldes de votre sport préféré. Voilà. Donc cet achat d'impulsion, le cerveau raisonnable n'aurait pas acheté. Le cerveau primitif qui joue sur l'émotion. Ah, putain, avec ça, je vais être beau, je vais avoir le même maillot que mon joueur préféré, etc. C'est des ressorts qui sont simples et qui peuvent paraître gros comme une maison, mais ça marche. Complicité mère-fille, c'est extraordinaire. C'est exactement comme, je pense, dans l'événementiel. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui fait de l'animation de mariage. Il ne joue que là-dessus. À un moment, quand on discute du prix, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de l'organisation du plus beau jour de votre vie. Donc là, sur le fait de rajouter une prestation de ceci, une prestation de cela, on peut mégoter si vous voulez, hein, mais c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Quand vous retournez vers la dame à ce moment-là sur l'organisation d'un mariage, d'être tranquille que le monsieur il arrête de vouloir négocier. Hein. Il n'y a rien de sexiste dans mon propos, c'est juste factuel. Voilà. Et d'expérience. Une personne, Frédéric aussi, qui me dit qu'elle ne comprend pas le rapport avec le fakir. Alors, Le rapport avec le fakir, c'est simple. Si vous avez 3 gros clients, vous avez 3 clous. Vous allez vous faire transpercer. Essayez de vous allonger sur un tapis où il y a 3 clous, vous allez être transpercé. Si vous allongez sur un tapis où il y a 1500 clous, le poids est réparti sur les 1500 clous et vous n'allez pas être transpercé. C'est ça le rapport avec le fakir. Voilà, c'est plus clair? très bien. Voilà. Alors effectivement, je vais peut-être pas passer suffisamment de temps sur l'explication sur le fakir. Il vous remercie, il vous remercie. Et j'ai une question également, métier difficile de trouver pour se différencier, pour exemple savonnier. Savonnier? Oui.
Savonnier. Alors du coup, après, je vais prendre 2 minutes pour vous donner une petite méthode pour trouver votre différence. Savonnier, oui, effectivement, quelle est la différence entre deux savons? Euh, Mon premier réflexe, euh, vous pouvez jouer sur des notions qui touchent. Alors, tout dépend si c'est quelque chose où vous avez un produit qui touche à l'écologie ou si vous avez quelque chose qui touche où vous avez plus misé sur le parfum. Là, on va prendre un exemple tout bête. Hein. Euh, dans les écoles de vente, une des premières choses qu'on vous apprend, c'est le son casse. Donc, vous tapez son casse pour ceux qui ne connaîtraient pas et vous aurez ça très facilement. Ce sont les leviers d'achat. Donc, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Et aujourd'hui, on a tendance à rajouter un E pour écologie, mais je vais mettre un bémol là-dessus. Je reviens là-dessus après. Donc, votre savon, est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un qui cherche de la sécurité parce qu'il n'y a pas de produits chimiques et parce que du coup, pour l'épiderme, il est plus ceci, moins cela. Est-ce que c'est le tout dernier avec la toute dernière technologie complètement novatrice? Là, on va jouer sur l'orgueil. Euh, Ou c'est nouveau, on a trouvé une nouvelle molécule mieux que L'Oréal, etc. Machin, où on a redécouvert une molécule qu'utilisaient les Incas, etc. et qui a été oubliée depuis 3 siècles. Voilà, donc là, vous allez jouer sur la nouveauté. Confort, celui-là, il mousse pas, vous mettez pas de plomb à rincer, etc. Voilà. Argent, le mien est vraiment pas cher. Ou sécurité, il n'y a aucun produit toxique, etc. Ça, typiquement, quand on voit le succès d'une application comme Yuka, qui a même réussi à faire, elle a eu un, alors Yuka, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une application où vous scannez le code barre, ça vous donne les additifs qu'il y a dedans et leur degré de nocivité. Ça a eu un tel impact sur la grande distribution, sur les ventes, qu'il y a le premier à avoir réagi, c'était Intermarché, qui a fait modifier les recettes dans ses marques de distributeurs pour arriver à avoir un meilleur score Yuka. Donc ça montre bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au côté sécurité alimentaire. Et donc là, c'est pas de l'alimentaire, le savon, mais on est quand même sur le hygiène, sécurité, etc. Donc, si vous le creusez sous cette forme-là, vous allez sans doute pouvoir trouver des arguments. Typiquement, votre savon, pourquoi je vais acheter votre savon à vous plutôt que le bon vieux savon de Marseille de ma grand-mère ou plutôt que mon gel douche préféré qui a un parfum de folie. Voilà, donc les gens qui achètent. Alors, petite astuce, pour ceux qui ont déjà une activité, le meilleur moyen, c'est de poser la question à ses clients. Parce qu'on est des fois convaincu que nos clients nous achètent pour telle ou telle raison, et puis en fait, c'est autre chose. Donc, les clients qui ont acheté votre savon, est-ce qu'ils l'ont acheté parce qu'ils sont bons, parce qu'on l'a bien en main, parce que vous êtes super sympa? Voilà, il y a une raison X ou Y, d'accord? Et donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, le son K, on a tendance à rajouter aujourd'hui le E pour écologie. Moi, je mets juste un bémol, c'est que quand on parle d'écologie, tout le monde est d'accord, et quand il s'agit de payer à la caisse, les choses sont différentes. Ça, c'est le premier point. Je vous donne un autre exemple. On a tendance à dire oui, mais aujourd'hui, les gens ont compris, il y a un gros mouvement vers l'écologie. Oui, c'est vrai. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie du premier confinement. Il y avait des embouteillages de 3 heures pour aller au McDo, temple de la malbouffe, etc. Et quand on voit le nombre de déchets, enfin, je ne veux pas citer McDo en particulier, hein, mais les déchets liés par les fast-foods, voilà. Donc, il y a l'effet de mode et les effets de communication, et puis il y a la réalité de l'acte d'achat, d'accord? Si on se met à faire un sondage là, qui c'est qui trouve que c'est bien d'acheter 5 euros un t-shirt alors qu'on sait que le textile est l'industrie la plus polluante du monde, qu'il est fait au Bangladesh par des enfants qui bossent 14 heures par jour, tout le monde va dire ah bah non, 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 c'est pas bien. Bon, après, regardez l'étiquette du vêtement que vous avez. Euh, Moi, je suis tombé là, pas plus tard qu'hier sur des t-shirts en lin, tout fait en France, etc., avec du lin français, gna, gna, gna. Là, ouais, super, 50 balles le t-shirt. Est-ce que je suis prêt à mettre 50 balles dans un t-shirt? Voilà. En coton bio sourcé en France, coton français, c'est 20 balles. Mais le lin, c'est différent. Voilà. Donc, tout ça pour répondre à la question, mais élargir le débat. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que les gens achètent? Quel est le levier? Là, vous allez trouver à la fois votre différence
et à la fois, voilà. Sur du savon, typiquement, allez regarder un petit peu comment la, la Provençale, l'Occitane, comment est-ce qu'ils vendent la région, l'histoire, etc. Ils racontent une histoire autour. D'accord? Voilà. J'avance parce qu'on va sinon exploser le timing, mais je garde un J'allais peu. vous dire, Frédéric, il est Pardon? 15h50. J'allais vous dire, il est 15h50. Et simplement, Virginie vous répond merci. Et elle résume en 3 mots: sécurité, écologie et bonne santé. Voilà, bah, vous allez tourner autour de ça. Donc, je fais vite et pour qu'on puisse garder un temps après sur les questions-réponses. Donc, si vous avez besoin de faire évoluer votre offre, là, je m'adresse plus à des gens existants, hein. Désolé pour ceux qui sont créateurs. Le grand classique, je fais mon Pareto par chiffre d'affaires, mais surtout par marge. Je regarde, tiens, qui sont les clients que je gagne, qui sont les clients que je perds, pourquoi. Je regarde comment j'intègre ça dans mon cycle de vente et je leur pose des questions sur ma différence, hein. Donc ça, c'est penchez-vous sur votre structure de clientèle. Qui sont les clients qui vous achètent le plus et pourquoi? Qui sont les clients qui vous rapportent le plus? C'est un petit peu à croiser avec ce que je disais tout à l'heure à propos du fakir. J'avance un peu plus au pas de charge. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, agilité. Bon, bref, là, je voulais vous on va passer quelques slides où je voulais vous faire sourire et vous faire réfléchir. Juste une chose, quand on parle de stratégie, la clé du succès, c'est la confiance. Et la clé de la confiance, c'est la préparation. Donc, plus vous aurez préparé votre argumentation, votre différence, etc., et plus vous vous sentirez à l'aise face à un client. Et c'est pour ça que, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous inscrire sur le webinaire suivant. Que vous soyez en solo ou que vous soyez avec une équipe, au moment de définir vos objectifs, pensez bien à un outil qui est basique, que tout le monde connaît mais qu'on n'utilise pas assez, qui est l'outil SMART, spécifique, mesurable, atteignable. On pense aux ressources et on met un objectif dans le temps. Je vous le fais simple. Je vais le faire avec la perte de poids. Objectif SMART, je veux perdre du poids. C'est un objectif spécifique. Je veux perdre 5 kilos. Il est mesurable. Atteignable, ça va dépendre des ressources. Je me fais aider par une diététicienne ou pas. Et puis, ça va dépendre du temps. Je veux perdre 5 kilos pour la semaine prochaine. Bon, ok, pas réaliste même avec toutes les ressources du temps. Je veux, et si j'ai pas cette notion de temps, je veux perdre 5 kilos, je vais me faire aider par une diététicienne. Il faut que je les ai perdus un jour. Ouais, ben c'est comme le gars, j'arrête de fumer, je commence demain. Voilà. Et quand on écoute les équipes, on voit que ben, souvent les objectifs, ils sont spécifiques, ils sont mesurables, mais on met pas forcément les ressources où on a des notions de temps qui sont absolument irréalistes. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que euh, l'objectif était mal défini. Derrière, avoir des objectifs, c'est bien, mais je vous ai dit que le plus dur dans une stratégie, c'était de l'exécuter. Donc, il faut que vous ayez des métriques pour suivre votre activité. Et donc, pour suivre votre activité, ne vous concentrez pas tant sur le chiffre d'affaires, ça c'est le résultat, mais concentrez-vous sur la manière. Autrement dit, quel est votre taux de transformation des devis en vente? Ou si c'est des gens qui rentrent dans votre boutique, j'ai combien de gens qui rentrent dans ma boutique chaque jour, j'en ai combien qui réellement engagent le dialogue et j'en ai combien qui ressortent en n'ayant rien acheté. Ça, il vous suffit de faire le ratio nombre de fois que j'ai des gens qui sont rentrés et nombre de tickets de caisse, l'un divisé par l'autre vous donne votre taux de transformation. Quand vous avez ces éléments-là, combien il me faut de contacts pour un rendez-vous, combien il me faut de rendez-vous pour faire un devis et combien il me faut de devis pour faire une vente, eh ben, ça vous permet tout de suite de voir où est-ce que le bas blesse et où est-ce que vous devez porter vos efforts. Encore une fois, porter beaucoup d'efforts au mauvais endroit, ça donne zéro résultat. Donc pour ça, vous avez besoin d'avoir des indicateurs qui sont simples et qui sont disponibles. Et là, vous voyez que vous en avez 4. Et avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut. D'accord? Et là, ça me permet de voir que, bah, tiens, mince, je sais que mon cycle de vente, il me faut 3 mois. Je vois que dans 3 mois, il me manque du chiffre. Je peux remonter à l'envers. Je sais donc combien il faut que je fasse de devis pour avoir le chiffre d'affaires dont j'ai besoin dans 3 mois. Donc, je sais combien il faut que je prenne de rendez-vous. Donc, je sais combien j'ai de mails à envoyer ou de coups de fil à faire. Enfin, bref, je peux identifier l'effort commercial que j'ai à faire.
Voilà. En dernier, ce qu'on voit le plus souvent comme carence commerciale, je connais super bien mon produit, je connais super bien mon métier, mais j'ai aucune formation commerciale. Ou la deuxième, c'est que j'ai pas de plan de vente, c'est-à-dire que je suis bon commercial au sens où j'ai j'ai le contact facile, j'aime les gens, j'inspire confiance, mais ma démarche n'est pas structurée. Et donc, c'est comme ça que typiquement, on se retrouve avec des gens qui ont tout plein, tout plein, tout plein de contacts, mais ça ne transforme jamais parce qu'il a manqué quelque chose. Et quand pour les gens qui ont des équipes, pensez à comparer les commerciaux entre eux et à comprendre pourquoi il y en a un qui performe plus que l'autre. Là, il y en a un, il performe parce que c'est une bête pour prendre des rendez-vous. Il ne transforme pas beaucoup, mais il a tellement de rendez-vous qu'il s'en sort. Puis j'en ai un autre, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous, mais il score à chaque fois. Si j'arrive à comprendre dans les deux cas pourquoi, eh ben, je vais faire des progrès. Voilà. Pour le reste, on va passer aux questions-réponses. Vous avez tout à fait la possibilité, on est en train de mettre en place un diagnostic commercial pour que vous puissiez faire un check-up de où vous en êtes commercialement parlant. Donc, avec la CCI. Donc là, je vais vous laisser reprendre contact. Je vais Moi, la le cas slide juste échéant, après. C'est juste oui, la ok, slide d'après. Excusez-moi. parfait. Euh, du coup, je m'aperçois que je m'étais même pas présenté. Donc, bon, Frédéric Dubois, j'avais été présenté. Je travaille à accompagner des PME dans leur développement depuis un peu plus de 20 ans, puisque je vais fêter mes 23 ans demain, tout juste. J'ai déjà accompagné ou supervisé un peu plus de 1000 missions. Donc là, vous pouvez, pour aller plus loin, soit vous inscrire sur les webinaires d'après, soit, si vous avez des questions, la CCI sera à votre disposition pour réaliser un diagnostic, puisque la suite, on va organiser des accompagnements en sous-groupe. Et sinon, vous avez tout à fait la possibilité, si vous avez une question que vous souhaitez me poser en direct, on me trouve facilement via LinkedIn et je réponds avec grand plaisir aux questions qui me sont posées. Le slide d'après, il est là. Voilà. Donc, je vais vous laisser reprendre la main, Sandra, pour expliquer la suite ou vous voulez que je le fasse? Oui, écoutez, vous venez de l'expliquer un petit peu. En fait, effectivement, pour aller un peu plus loin, à l'issue de ce webinaire, on vous propose un diagnostic commercial qui est gratuit. L'idée, c'est de faire un check-up de la performance commerciale de l'entreprise. Donc, c'est un rendez-vous, alors plutôt téléphonique, Frédéric? Oui, il peut se faire, il va se faire en téléphone, il peut se faire en présentiel, en visio, en téléphone, comme on veut, puisque l'outil est adaptable. Très bien. Voilà, et à l'issue donc de ce diagnostic, on va proposer un accompagnement de 4 demi-journées en présentiel à la Chambre de commerce. Donc, Frédéric animera donc ces ateliers. Donc, c'est des petits groupes de 4 à 6 personnes maximum. Les dates ne sont pas encore définies. Toutefois, on peut les organiser assez vite Alors, ça s'il y va a se des faire assez personnes. vite. Et pour être précis, pourquoi 4 à 6 personnes? Bon, il y a un minimum de 4 parce que il y a des contraintes économiques d'une part et puis que d'autre part, l'une des richesses de ces groupes, c'est les échanges que vous pouvez avoir entre vous. Et on n'ira pas au-delà de 6 parce que on tient à conserver un niveau de personnalisation important. Là, typiquement, moi, je suis un petit peu frustré parce que il y en a une qui parle de savon, l'autre qui parle de bijoux, et on peut pas rentrer dans le vif du sujet parce que on est pris par le temps et qu'on est trop nombreux. Quand on est 5 ou 6, là, on peut rentrer dans le détail. Et puis souvent, si par exemple j'ai deux personnes qui ont des entreprises récemment créées, l'une va pouvoir donner un tuyau à l'autre, etc. Et euh, c'est pas la même chose que ce que je vais donner moi, mais c'est au moins aussi important. Alors, j'ai une personne qui me demande s'il y a une prise en charge par l'OPCO pour son apprenti, éventuellement s'il participe à ces ateliers. Moi, je n'ai pas tout de suite cette réponse, mais Alors, je ne sais pas si la CCI. Alors, je, en ce qui me concerne moi, la réponse elle est claire, c'est non. Parce que je ne suis plus organisme de formation volontairement depuis la réforme du 1er janvier.
qui nécessitait de passer Calliope. Et je ne veux pas passer Calliope. Plusieurs raisons. Hein. Mon métier, c'est d'abord et avant tout le conseil et l'accompagnement personnel. Donc, la formation, c'était 10 à 15% de mon activité. Et cette certification, c'est une certification purement administrative où on vous demande d'avoir 3 tonnes de paperasse supplémentaires et où à aucun moment les notions de satisfaction client ne rentrent en compte. Voilà. Donc, bref, pour moi, non. Donc, Alors, je ne sais pas si la CCI est. Je confirme, ce n'est pas possible non plus pour la Chambre de commerce, ça ne fait pas partie de ces formations qui sont prises en charge par l'OPCO. Donc, je rappelle, c'est 1 300 € pour les 4 ateliers. On est bien d'accord, Frédéric? Oui, tout à fait, pour les 4 demi-journées. Voilà, on va procéder par demi-journée, tout simplement pour que lors de cet accompagnement, les gens qui le souhaiteront pourront donc d'une part repartir avec des devoirs à faire et qu'ils aient le temps de le faire entre 2 ateliers. Parce qu'une demi-journée, c'est déjà dense. Vous avez pu voir que là, en 1 heure, on évoque déjà beaucoup de choses. Donc, en une demi-journée, on fait beaucoup de choses et ça permet de vraiment être dans de la mise en application et d'être vraiment dans du concret plutôt que dans des grandes théories, etc. Là, dans un webinaire, j'ai pas le temps matériel de vous faire des exercices, de vous faire bosser. Là, typiquement, sur de l'accompagnement où on est à 4 ou 6, là, on est dans du concret. On part de votre problématique. On fait l'exercice qui va bien et vous repartez en ayant fait le travail, en ayant déjà, si ce n'est construit votre outil, en tout cas, vous avez l'ébauche. On débriefe l'activité des uns et des autres d'un atelier sur l'autre. Enfin, il y a une dynamique qui se fait en place. Et puis parce que de toute façon, si on voulait faire 2 jours de suite, faut les caser dans l'agenda. On repart avec une tête grosse comme ça et en termes d'application, tout petit. Donc là, comme ça, on sait qu'on a beaucoup de mise en application. Et encore après, si on va aller encore plus loin, il y a des accompagnements individuels, donc coaching hein, avec vous directement, Frédéric, en fonction des besoins. Eh bien, écoutez, je regarde s'il y en a d'autres questions. Pour l'instant, j'en vois pas. Vous avez nos coordonnées dans tous les cas. Service commerce à la CCI de Savoie, commerce@savoie.cci.fr. Vous avez mon nom, prénom également, numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter après aussi. Vous aussi, Frédéric, hein, je peux communiquer vos coordonnées aussi, de toute façon, votre mail. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas. On me trouve facilement sur Internet, sur LinkedIn et je réponds rapidement, si ce n'est sur le moment, parce que si je suis chez un client, il est évident que je ne peux pas répondre, mais je mets un point d'honneur à toujours répondre au plus tard dans les 48 heures quand on me pose une question. Généralement 24 heures, mais des fois je dépasse. Voilà, bah, très bien. Écoutez, moi, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. En tout cas, tous, n'hésitez pas. Voilà. Donc, on vous attend. On espère vous retrouver pour le second webinaire du mois d'octobre. Et celui-là, il reste. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci.